أحلى بلاصة نجم نعمل فيها حوار ممتع، المتحف الوطني بباردو، وين نلتقي بسفير إيطاليا بتونس السيد أليساندرو بروناس بمناسبة احتضان المتحف للمعرض الفني المشترك داكوردو. قبل ما نبدأ الحوار تجولنا في أروقة المتحف وإن كل فخر بكل تركينة بكل قطعة تحكي تاريخ بلادنا. Votre Excellence, Monsieur Alessandro Prunas, ambassadeur d'Italie en Tunisie, bonjour. Merci beaucoup. C'est un vrai plaisir de se réunir aujourd'hui dans un endroit aussi emblématique que le musée national du Bardo. Il constitue notre fierté, pour vous dire en fait. Raison. Voilà, c'est un endroit qui est vivant, un musée vivant qui abrite des expositions. Il y a des expositions qui sont permanentes, mais aussi des expositions qui sont périodiques. Voilà, dont l'exposition pour laquelle nous sommes aujourd'hui ici, D'accordo. Comment vous le dites? Parce que nous, il y a une musicalité. En italien, c'est d'accordo. D'accordo. Mais en sicilien, c'est d'accordo. Ah d'accord, c'est comme Donc, avec la musicalité en Tunisie, d'accordo. 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 C'est exactement la même chose. Très bien. On peut peut-être visiter un Oui, petit peu? absolument. Qu'en est-il de cette exposition? L'idée derrière une exposition qui porte un nom, qui peut être aussi, une appellation qui peut être aussi tunisienne mais italienne. Absolument, absolument. Le nom, déjà avec le choix du nom, on a voulu trouver un élément de contact, de similarité, un élément commun pour marquer cette présence italienne en Tunisie, qui est une présence historique. Il ne faut pas oublier qu'au XXe siècle, au début du XXe siècle, en Tunisie, il y avait à peu près entre 150 et 200 000 Italiens. Et difficile d'établir un chiffre exact, mais c'était la plus grande communauté, la communauté étrangère la plus importante du pays. Tout à fait. Et des gens qui étaient venus pour s'établir, pour commencer leur commerce, des artisans, travailler, des ingénieurs, des architectes, beaucoup d'architectes. Une partie de cette expo est dédiée aussi à l'architecture italienne, à l'influence des architectes italiens dans la ville de Tunis, par exemple. Il y a 4 thématiques. On part de l'archéologie. D'accord. Parce que Rome-Carthage, c'est un grand classique. On part de l'archéologie, donc la présence romaine en Tunisie. Les photos qui d'ailleurs ont été travaillées avec de l'intelligence artificielle, c'est des photos très intéressantes d'une jeune photographe tunisienne, Souad Mani, sur la présence italienne traditionnelle, disons. Il y a toujours un point de départ, oui, voilà, et on améliore. Une image contemporaine, et puis elle a travaillé là-dessus pour reconstruire un peu. Oui, donc c'est l'intelligence qui a été utilisée dans la partie historique qui remonte un peu loin dans le temps, mais il y a des photos réelles, vraiment très réelles. Oui, absolument, des photos très réelles, comme ces photos des architectures de la ville de Tunis. On voit des traces un peu partout. Donc il y a archéologie, il y a archéologie, architecture, disons la présence historique italienne, et puis il y a le côté commerce, investissement, disons les activités économiques. D'accord. Parce qu'il ne faut pas oublier que les Italiens qui s'étaient installés en Tunisie traditionnellement étaient tous des gens, des porteurs de métiers. Essentiellement, c'était du commerce de tissus peut-être, ou différents secteurs. Agriculture, en fait. Vraiment, il y avait un peu de tout. D'accord. Et puis, voilà, dans ce contexte, on peut aussi parler du contemporain, c'est-à-dire une présence économique qui reste très forte, parce qu'il y a à peu près 1000 entreprises italiennes qui sont installées en Tunisie. Aujourd'hui. Voilà. Et vraiment, le secteur traditionnel, c'est le textile. 30% je dirais des investissements italiens en Tunisie sont dans le textile, c'est le secteur traditionnel. Mais à côté de ça, on a les composantes automobiles, on a l'agriculture, on a la mécanique, on a Qu'en est-il de l'économie verte peut-être aussi? L'économie verte, absolument, oui. absolument.
on est très engagé dans l'économie verte, surtout à travers notre agence pour la coopération au développement, qui a financé nombreux projets, tout ce qui est bio. Une des interventions, disons, traditionnelles de notre coopération, c'est Régime Matoub. C'est le grand oasis près de la frontière avec l'Algérie qui a été créé avec des interventions qui ont duré une vingtaine d'années. Maintenant, il y a à peu près 1500 hectares de palmiers, à peu près entre 8000 et 10 000 familles qui ont pu se stabiliser, voilà, des familles nomades qui maintenant ont accès à des ressources économiques. Et dans ce contexte, maintenant, on est en train de pousser sur le biologique parce que c'est ce que le marché demande aujourd'hui, parce que c'est bien pour l'agriculture, c'est bien pour l'environnement. Pour l'homme, de manière générale, pour l'homme, on arrête la désertification à travers la création de ces oasis. Donc, surexploitation, tout ça. Et donc, dans toutes ces activités ici, est-ce que vous agissez dans le cadre d'un partenariat public-privé? Est-ce que c'est plutôt votre vis-à-vis, il est plutôt public, privé? Comment ça fonctionne? C'est un partenariat d'abord avec les institutions tunisiennes. D'accord. Si vous permettez, je voudrais ajouter quelque chose à propos de la gestion des eaux, parce qu'un des projets phares de notre coopération est le projet Tanit, qui est un projet qui vise à revitaliser des terrains agricoles. Dans une région bien déterminée? Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est en fait un projet qui a trois piliers. Revitalisation de terrains agricoles, mais aussi gestion des eaux usées urbaines pour l'agriculture. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va nettoyer les eaux urbaines pour pouvoir les utiliser dans ces terrains agricoles. Et le troisième pilier, c'est la création d'un centre d'excellence à vocation régionale de recherche et de formation en matière agricole. C'est un projet du plan Matei, le plan pour l'Afrique que le gouvernement a lancé, et qui a été conçu en partenariat, et là je reviens en partenariat, avec les institutions tunisiennes, avec le gouvernement tunisien. On travaille très étroitement avec les institutions, avec le gouvernement, on a aussi des partenaires dans la société civile. Voilà, on travaille à tout azimut, comme on dit, mais toujours en partenariat avec la Tunisie. D'accord. On n'est pas là pour imposer nos idées, comment dire. Vous voyez ça comme étant un partenariat équitable, on apporte une certaine expertise peut-être et on essaie. Vous savez, on apporte une expertise, mais on apprend aussi des choses. Oui, justement, ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens. Oui. Il y a énormément d'expertise en Tunisie qui peut être utile pour nous. Par exemple, quand on parle de gestion des eaux, vous avez une expérience aussi qui est très importante pour nous. C'est des problèmes qu'on partage. Oui, c'est le grand défi, je dirais que c'est le grand défi mondial aujourd'hui, la crise de l'eau, gestion des ressources, voilà, c'est le défi majeur, je pense. Et donc, surtout, l'idée de ce centre, c'est justement de pouvoir avoir des institutions académiques italiennes, tunisiennes, mais aussi à vocation régionale. Donc, si d'autres voudront participer une fois que ce centre sera établi, l'idée, c'est justement de pouvoir changer, de partager des idées, des expériences, des expertises. Faire écho à tous les sons de cloche. Voilà, absolument. D'accord. Et qu'en est-il de la jeunesse dans tout ça? Quels sont les programmes qui mettent la jeunesse tunisienne ou italienne, ou peut-être ça peut être dans les deux sens, au cœur de votre action ici? Alors, pour la jeunesse, je dirais qu'on fait énormément de choses, surtout dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la formation professionnelle. La formation professionnelle est un des piliers fondamentaux de notre stratégie de coopération qui dérive justement, encore une fois, du plan Matei pour l'Afrique. Excusez-moi, mais ce plan dont vous m'avez parlé tout à l'heure, que vous évoquez maintenant, c'est un plan qui dure, qui s'inscrit dans la durée, c'est combien de temps? C'est une stratégie nationale qui a été lancée en janvier 2024 à Rome lors de la dernière conférence Italie-Afrique et à laquelle a participé le président de la République Kais Saied. Et c'est un plan qui vise à établir des relations équitables
bénéfique pour les deux parties entre l'Italie et les pays africains. On a identifié certains pays comme un pays prioritaire. La Tunisie est un de ces pays prioritaires. Vous pouvez comprendre pourquoi. Il suffit de regarder une carte La carte, géographique. absolument. Et la Tunisie est C'est toujours pour nous, conçu comme un hub pour l'Afrique, c'est ça? Exactement, C'est toujours, c'est la porte d'entrée vers l'Afrique Oui. pour nous. Oui, oui. Et Tout le monde est donc, unanime en fait autour de ça. Je pose absolument. toujours la question et par nous rapport avons à ça. l'ambition, bien entendu, d'être la porte d'entrée vers l'Europe pour la D'accord. Tunisie. Donc, je dirais même qu'on est les portes d'entrée pour les deux continents, quelque part. Un lien. C'est un pont en fait C'est un pont, qui va voilà. qui lie les deux. C'est tout à fait ça. Oui. Et donc, en revenant à la formation professionnelle dont on parlait il y a quelques minutes, la formation professionnelle, on fait ça de plusieurs manières. On a des projets financés par notre coopération pour renforcer les capacités professionnelles des jeunes Tunisiens qui souhaitent rester en Tunisie. Parce que souvent, on parle de formation professionnelle pour favoriser, disons, l'émigration, une immigration, disons, qualifiée. Il y a ça, mais il y a aussi une formation professionnelle pour les jeunes Tunisiens qui souhaitent rester dans leur pays, investir prospérer, ici, exactement, investir. Voilà. On a énormément d'entreprises qui ont des besoins en termes de main-d'œuvre. Vous parlez des entreprises italiennes basées ici, c'est ça? Oui, évidemment, on travaille prioritairement avec des entreprises italiennes, mais il y a énormément d'autres entreprises qui sont installées dans le pays. Qui ont un besoin en personnel qualifié, formé. Oui. Et donc voilà, ça c'est un pilier fondamental de notre stratégie, la formation professionnelle. D'accord. Et l'évaluation aussi, comment vous la faites périodiquement, l'évaluation de ce genre de projet, puisque ça s'inscrit dans la durée? Comment vous faites l'évaluation de ces différents projets en concertation avec la partie tunisienne? On fait ça bien entendu en concertation avec la partie tunisienne parce qu'il y a des institutions à partir du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle qui sont impliquées dans tous ces programmes. On a normalement des partenaires locaux, donc des centres de formation tunisiens, c'est-à-dire on ne vient pas ici pour ouvrir nos centres de formation. On travaille avec ce qu'il y a dans le pays, ce qui est disponible, qui d'ailleurs est de bonne qualité. Donc on n'a vraiment pas besoin de changer les choses. On travaille avec eux et l'évaluation se fait conjointement pour voir si... et avec les entreprises, bien entendu, parce que les entreprises sont finalement celles qui peuvent nous dire si... C'est un vrai pilier, c'est le pilier en fait, les entreprises. Voilà, c'est le pilier, parce que finalement, c'est eux qui vont... C'est elles qui adhèrent aux nouvelles stratégies aussi. Qui adhèrent aux stratégies, mais c'est elles qui vont finalement employer ces jeunes. Et donc, c'est elles qui doivent nous dire si les gens qu'on a formés sont... Si on est sur la bonne voie ou pas, finalement. Voilà, exactement. Parlons toujours de notre engagement vers la jeunesse tunisienne. Je dois dire que récemment, on a beaucoup poussé aussi, depuis quelque temps en fait, pas récemment, sur la mobilité universitaire. Des programmes d'échange? La Tunisie, oui, des programmes d'échange, mais des bourses aussi. La Tunisie est le deuxième pays au monde qui bénéficie le plus, disons, de nos bourses d'études pour étudiants étrangers. Et on veut aussi viser sur tout ce qui est innovation. On le fait avec récemment, d'ailleurs hier en fait, nos deux ministères de l'enseignement supérieur. J'ai vu la publication, oui, justement. Voilà, on publié un appel à offres pour des recherches conjointes entre institutions académiques. Bon, c'est pas nécessairement, on ne vise pas nécessairement les jeunes, mais j'espère qu'il y aura beaucoup de jeunes impliqués, de jeunes chercheurs, de jeunes académiques dans ce contexte. On met de l'argent pour qu'ils puissent faire... on met de l'argent conjointement, hein, c'est pas seulement nous qui mettons de l'argent. Et ça, c'est encore une fois un élément, disons, très intéressant et pour nous très important, c'est de voir un engagement aussi de la partie tunisienne. Voilà, parce qu'il faut que, voilà, un partenariat se construit ensemble. Ça, c'est un élément qui est incontournable. On ne peut rien imposer, on peut rien, comment dire, on peut pas dicter.
c'est aux deux parties de se rencontrer, de trouver des intérêts communs. Justement, à partir du moment où on est convaincu qu'on a tout intérêt à travailler ensemble, c'est qu'on met la stratégie en place et qu'on collabore Exactement. ensemble, on met les moyens. Exactement. Et donc, hier, on a publié cet appel à offres pour des recherches conjointes. Nos deux ministères de l'enseignement supérieur et de l'université de la recherche italienne ont fait ça. C'est une suite de la visite de notre ministre de l'université de la recherche qui s'était rendu ici en Tunisie l'année dernière en avril, accompagnant Madame Meloni, notre chef de gouvernement, qui était venue en avril l'année dernière. Et donc Madame la ministre de l'université de la recherche avait eu des entretiens très... C'est intéressant de voir qu'il y a toujours une suite en fait. Oui, absolument. Voilà, ils ont signé un protocole. Ils ont signé un protocole pour renforcer la coopération universitaire et voilà. Et hier, on a finalement publié cet appel à offres et d'autres suivront. L'idée, on est en train de travailler aussi sur un protocole pour la reconnaissance des titres d'études universitaires. C'est l'équivalence, voilà, l'équivalence, ce qui pourrait faciliter davantage la mobilité interuniversitaire. Absolument, très bien, parfait. Alors, ça fait à peu près un peu plus d'une année que vous êtes ici, en poste à Tunis. Vous avez eu le temps un petit peu de sillonner les villes tunisiennes, de rencontrer la population locale. Absolument, absolument. J'ai visité, disons, pour plaisir, mais aussi pour le travail. Là, je viens de revenir du désert. J'ai profité du 1er mai de prendre un petit congé pour aller à 12, puis dans le désert, après à Tataouine, qui est une ville magnifique. C'était ma deuxième fois. La première fois que j'étais à Tataouine, c'était pour travail, en octobre dernier. J'ai visité des projets de coopération, notamment Régime Matoug et d'autres projets agricoles qu'on a dans la région. Mais bon, j'aime toujours retourner vers le désert. Parce que vous sentez qu'il y a que c'est différent. En fait, on est tous les deux des pays méditerranéens qui sont très proches. Il y a une côte, en fait, on a les plages, la mer, mais il y a ce côté, là, c'est la partie commune. Désert. Après, le désert, c'est très... très spécifique, ça, on n'a pas ça en Italie évidemment. Justement, c'est un point qui peut attirer les touristes italiens. C'est un point qui attire énormément les touristes italiens. J'ai croisé beaucoup de groupes de touristes italiens qui étaient venus pour profiter du désert. Les touristes italiens sont en augmentation, heureusement. La Tunisie était traditionnellement une destination privilégié pour les touristes italiens. Bon, après, il y a eu tous les problèmes. Il y a eu des hauts et des bas. Des hauts et des bas, et maintenant ça commence à reprendre. Oui, l'année dernière, je pense qu'on a atteint à peu près 200 000 présences, mais c'est pas encore énorme. Il y a beaucoup de marge pour... il y a beaucoup à faire, absolument. Pour augmenter, il y a beaucoup à faire. Mais moi, je pars du fait qu'il y a beaucoup à faire, mais tout y est déjà, c'est-à-dire la Tunisie a énormément à offrir et évidemment il faut peut-être améliorer un peu la communication. Il y a certainement des marges pour que les touristes italiens choisissent la Tunisie plutôt que d'autres destinations. Mais de base, il y a un potentiel gigantesque. Même au niveau du tempérament, je pense qu'il n'y a pas de problème. Même au niveau du tempérament, même la nourriture. Justement, la nourriture, parce que la cuisine italienne, c'est l'une des cuisines les plus réputées au monde, c'est une valeur sûre, ça c'est sûr. Là, je me déplace, quand c'est une carte italienne. Il y a plusieurs cuisines italiennes. C'est un peu difficile de parler de la cuisine italienne, parce que c'est des cuisines qui sont régionales finalement. Oui, absolument, mais il y a peut-être quelques... Il y a un point de contact, c'est la cuisine sicilienne avec la cuisine tunisienne, qui ont énormément de points en commun. L'année dernière, en novembre, on a célébré la semaine de la cuisine italienne. C'est une espèce de festival qu'on organise un peu partout dans le monde, coordonné par toutes les ambassades. Et en Tunisie, justement, ce qu'on a essayé de faire, c'est de trouver les points de contact de ces deux cuisines. On a fait une petite conférence avec des conférenciers italiens et tunisiens.
Et ce qui était très intéressant, c'est voilà, de voir comment ces deux cuisines, la sicilienne et la tunisienne, se sont mutuellement influencées. Les pâtes, par exemple, la Tunisie est le deuxième plus grand consommateur au monde de pâtes après l'Italie. Absolument. Et je pense Et on est fiers. Par hasard. Je ne pense pas que ce soit par hasard. Mais en même temps, toutes les sucreries, par exemple, en Sicile, tous les desserts sont fort influencés par la tradition arabe en général. Donc, quant à vous, quels sont vos coups de cœur? Mes coups de cœur, en salé, en sucré. Moi j'aime beaucoup la salade meshouia. D'accord. La salade meshouia, piquante ou pas? Piquante, pas trop. Ah, d'accord, d'accord. Un peu, oui. Et bon, un grand classique, le couscous de poisson, de poulpe surtout, j'aime beaucoup. C'est vrai que les fruits de mer sont Mais vraiment moi, ce que j'aime en Tunisie, c'est que finalement, vous avez une cuisine qui se base sur les mêmes principes de la cuisine italienne, c'est-à-dire la simplicité. C'est la valorisation des goûts naturels. Oui. Et des produits locaux. Et des produits locaux. Vous n'avez pas cette tendance, comment dire, à tout couvrir avec des crèmes épaisses. Et c'est vraiment valoriser le produit dans son essence. Quand les ingrédients sont gorgés de soleil. Voilà, exactement. Voilà, et ça, je pense, c'est le point en commun le plus important que les deux traditions culinaires ont. Oui. Et voilà. Exactement. Est-ce qu'il y a peut-être, comment dirais-je, des spécialités italiennes, peut-être, qui ont été reprises ici en Tunisie et qui dépassent en fait, qui sont peut-être entre guillemets mieux faites par les Tunisiens, voilà. Parce que des fois on reprend et on ajoute en fait. Moi j'ai mangé des pâtes aux crevettes une fois. Je ne dirais pas où parce que je ne veux pas faire de la publicité. D'accord, et pas de souci. Mais c'était près de Bizerte. D'accord. Près d'une plage, d'une très belle plage. Voilà, je donne quelques indices. Quelques indices pour cet été. Des pâtes aux crevettes que j'ai trouvées absolument fabuleuses. J'étais un peu. Elle détrône toutes les pâtes. J'étais un peu, comment dire, soucieux au début. Je me disais qu'est-ce que je vais m'attendre, et puis finalement, quand on m'a servi ce plat, je l'ai trouvé fantastique, vraiment fantastique. Tant mieux. Je vais retenir ça, moi. Après, je vous dirai c'est où. D'accord, parfait. Donc, alors, puisque nous sommes ici, au musée du Bardo, j'en profite. Voilà, nous sommes ici donc devant le tableau de Virgile. Et comment la seule image de Virgile. Voilà. Ici, elle est unique. Elle est exposée ici, en Tunisie. Alors, quels sont vos coups de cœur ici au musée du Bardo? Ça peut être Virgile, ça peut être autre chose. Quels sont vos coups de cœur? Mes coups de cœur au musée du Bardo? Écoutez, on parle souvent du musée du Bardo comme je ne sais pas si c'est la plus grande, certainement une des plus grandes, mais probablement la plus grande collection c'est la plus grande, je vous confirme ça, oui. Collection de mosaïques au monde. Bon, les mosaïques sont magnifiques, mais moi, ce qui m'avait vraiment impressionné, c'est le Coran bleu. D'accord. Et essentiel, d'une simplicité, d'une linéarité, mais aussi avec une solennité, et puis cette couleur. Ça m'avait vraiment beaucoup impressionné. C'est peut-être aussi parce que j'ai vu beaucoup de mosaïques en Italie. Voir les mosaïques ici, c'est magnifique parce qu'il y en a certaines qui sont tout à fait uniques. Mais disons, c'est quelque chose que je connaissais déjà. Voilà, oui. Et donc, voilà, ça c'était mon premier coup de cœur en venant ici. Mais vous visitez régulièrement? À chaque fois on visite? Je viens très souvent parce que l'avantage de la Tunisie, ou le désavantage certaines fois, c'est la proximité avec l'Italie. C'est 1 heure de vol de Rome, mais on a souvent le week-end des visites d'amis qui viennent nous voir, et la visite au Bardo, elle s'impose. Elle s'impose. Donc, tant mieux. Je pense qu'en une année presque, donc 15 mois de présence en Tunisie, j'y suis venu au moins une quinzaine de fois. Officiellement, on a eu un ministre qui est venu, et officieusement. On avait fait un tour avec le ministre de la Culture l'année dernière quand il s'était rendu en Tunisie pour la foire du livre. Oui. Et puis on avait fait un tour au Bardo, inévitablement, le ministre de la Culture. Mais après, j'y suis revenu beaucoup de fois. Je suis revenu quand ils ont ouvert la nuit.
récemment, il y a à peu près un mois. Oui. Je trouve que c'est une très bonne idée. Oui. Alors le monde évolue à une vitesse extraordinaire, Oui. incroyable, et donc il faut toujours se renouveler, l'innovation étant au centre de toute action. Voilà. Oui. Est-ce que ça vous parle? Oui, absolument, vous avez parfaitement raison. L'innovation, c'est notre survie. Sans l'innovation qui nous permet de s'adapter, disons, au changement très rapide des temps modernes, on ne pourrait pas survivre finalement. Donc, Oui. je pense que dans ce domaine, il y a énormément de potentiel qui peut être exploité en Tunisie aussi. Souvent, on parle d'innovation, c'est pour parler de San Francisco, voilà, il y a des hubs d'innovation internationaux qui sont bien, bien connus. Mais la Tunisie a beaucoup à offrir. C'est d'ailleurs pour ça que Terna, la société italienne qui, en partenariat avec STEG, est en train de réaliser Elmed, ce grand projet d'interconnexion électrique entre la Tunisie et l'Italie, entre, encore une fois, l'Europe et l'Afrique, a décidé d'investir en Tunisie pour réaliser ce qu'ils appellent un Innovation Hub. C'est un format qu'ils ont déjà lancé à San Francisco. Et le deuxième Innovation Hub qu'ils ont lancé, c'est à Tunis. Et c'est ça qui est intéressant. Ils ont fait un mapping des startups tunisiennes pour se rendre compte qu'il y a tout un écosystème très intéressant. Évidemment, ils sont intéressés surtout dans le domaine énergétique, mais pas exclusivement, parce qu'il y a beaucoup d'applications dans le numérique qui peuvent avoir des retombées dans tous les domaines. Et donc, ce hub a été annoncé en janvier, et là, on est en train de préparer, de créer un lieu physique où on mettra ensemble culture, innovation et entreprise. D'ici la fin de l'an, on espère de pouvoir l'inaugurer. On va mettre sous le même toit l'Institut de culture italienne, le Innovation Hub de Terna et la Chambre de commerce tuniso-italienne pour la création d'un hub qu'on voudrait appeler Hub culture, innovation, entreprise. Parfait. Ainsi, Italie. l'action sera plus cohérente et plus efficace. Voilà, c'est ça l'idée. C'est un lieu qui devrait être ouvert disons, à tous les Tunisiens, à tous les Italiens, à tout le monde, à tous ceux qui sont intéressés par la culture, par les possibilités d'innovation et pour faire pourquoi pas des affaires aussi. C'est très important. Très bien. Bon, dans le cadre de notre coopération, la coopération archéologique est un des piliers de cette coopération. On vient de réaliser ici au Bardo 2 journées d'études archéologiques. On a 14 missions archéologiques en place en Tunisie. C'est une coopération qui est très importante avec les institutions tunisiennes. Donc on a fait ces 2 jours d'études. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'année dernière, lors de la visite de notre ministre de la Culture, le parc archéologique de Rome et l'INP ont signé un accord qui va produire des fruits très bientôt. Le 5 juin, à Rome, on va ouvrir un très grand expo au Colisée, au parc archéologique du Colisée, réalisé en collaboration avec l'INP, avec des objets venant de Zama. La Matermania de Zama à Rome, c'est ça le titre de cette grande expo qui sera ouverte par notre ministre de la Culture. Le ministre de la Culture tunisien, bien entendu, est invité et je suis sûr qu'il se rendra à Rome pour ça. Une belle présence tunisienne. Voilà. À Rome. Et c'est un élément de forte valorisation de seigneurs archéologiques, du patrimoine commun, de patrimoine commun, etc. Bon, après,
comment dire, les éléments culturels communs sont tellement vastes qu'on pourrait continuer. Non, mais on pourra en parler pendant des jours, ça c'est sûr. Pendant des jours. Dans Oui. le cinéma, on va bientôt faire un festival de cinéma pour valoriser les coproductions italo-tunisiennes. On a une coproduction dans l'opéra, par exemple, qui est une tradition musicale typiquement italienne, mais qui apprécie en Les Tunisie. Tunisiens excellent. Exactement. Ce week-end même, le 9 et le 11, une traviata qui va être jouée ici. Et Voilà. l'exposition d'Accordo, ça dure jusqu'à quand? Ça dure 3 mois. 3 mois, d'accord. Alessandro Prunas, grazie mille. Prego. Merci pour cette interview que j'ai beaucoup appréciée, particulièrement. Alors, nous sommes dans un endroit chargé de mémoire. Oui. Il y a des ondes positives, en fait. Ah C'est oui, vrai que absolument, absolument. ça Absolument. transmet quelque chose de très spécial. Absolument, absolument.